Excellent réveil à tous, merci d'être là. Dans Bonjour d'Algérie, aujourd'hui, nous allons parler de numérisation et des outils mis au service justement des opérateurs économiques en faveur justement de ce développement numérique. Aujourd'hui, nous allons surtout opérer un gros plan sur une organisation en particulier, le groupement justement, le groupement algérien des acteurs en numérique, des acteurs du numérique plutôt. Et donc, nous parlerons justement de cette organisation qui met plusieurs outils en faveur du développement du numérique dans notre pays, en faveur aussi du e-commerce, du e-paiement. Donc, ça a été les thématiques développées lors de la 6e édition du forum initié par cette instance, le forum Raqmana, sur lequel nous reviendrons ce matin. Et nous parlerons encore économie à travers un autre volet, celui initié par le ministère de la Solidarité en faveur des femmes en particulier. Et oui, un guide vient de voir le jour grâce aux efforts de l'Agence nationale de développement social et qui a offert à la femme toute une plateforme d'information utile en vue de développer justement ses capacités professionnelles ou alors en vue de lui ouvrir des horizons professionnels. Nous en parlerons tout à l'heure avec une représentante de l'Agence de développement social du ministère de la Solidarité nationale. Aujourd'hui, dans cette édition, nous aurons justement le plaisir de recevoir une dame qui, elle, a choisi un domaine en particulier qui la passionne depuis toujours. Et croyez-moi, dans un moment, elle va réveiller votre nostalgie. Vous allez vous retrouver face à des souvenirs d'enfance, des goûts aussi très particuliers qui remontent à votre enfance certainement, à la dégustation de confitures notamment. Et oui, c'est une confiturière qui viendra sur le plateau et j'ai nommé la Horia Haddad, donc qui viendra nous parler de cette passion en particulier et de toutes ses expériences culinaires. Dans notre matinale, nous aurons également le plaisir de recevoir le professeur Tapti qui lui exerce dans l'hôpital psychiatrique de Cheraga. Avec lui, nous allons parler un petit peu de la détresse des personnes en addiction à la drogue. Nous parlerons de la prise en charge de cette frange fragile, de la société aussi, de la manière d'aider les parents à faire face à ce fléau. Donc, dans cette matinale, bien sûr, nous sommes mardi et comme chaque mardi, nous retrouvons notre collègue Sid Ahmed Bouraïb. Il sera présent aujourd'hui pour le meilleur de l'actualité sportive. Les plus fidèles, justement, de la chronique sportive le savent déjà donc et attendront certainement les derniers développements du secteur. Merci encore une fois, mesdames, messieurs, d'être avec nous. Dans un petit moment, nous développerons toutes ces thématiques, mais avant, tout de suite, et comme d'accoutumé, un point météo signé Amel Lari. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Bonjour Amel. Bonjour Nadia. Ça va? Ça va très bien. Vous avez un petit chat dans la gorge. Ah oui? Et ça, vous ne le ratez jamais. Jamais. Heureusement qu'on n'éclate pas en fou rire juste après parce qu'on se maîtrise quand même. Sinon on est mal. Absolument. Ça va Amel? Ça va très bien. Bien merci. Parti pour cette matinée. Allons-y, oui. Pas beaucoup d'humidité, j'ai remarqué. Non, hein, pas trop. Par rapport à hier. Franchement, non, oui. Voilà, alors que disent les cartes et que disent les chiffres? Oui. Les icônes, les soleils, la les carte, apparemment, il y aura de la pluie un peu partout, hein. Oui. Surtout au sud. Ah, ouais, je comprends maintenant le grand sourire. Ouais. Alors, là où il y a la pluie, je dites-nous suis tout, bien. s'il vous plaît. Dites-nous tout, s'il vous plaît. Merci Nadia. Bonjour à tous. Eh bien, pour aujourd'hui, on aura quelques pluies durant cette journée sur les régions de l'ouest, quelques pluies éparses, avec à noter des flocons de neige, mais en soirée sur les sommets de l'ouest. Par contre, le centre et l'est, après dissipation de brumes matinales dans les vallées, le ciel restera dégagé à peu nuageux. La moitié sud, eh bien, le ciel restera plutôt nuageux vers le
Bécharoua, Bni Abbas, avec des pluies parfois sous forme d'averses. Et ces pluies seront localement assez marquées, mais en soirée. Passage harmonieux vers le Nord Sahara et les oasis, plutôt voilé du côté de Tindouf, mais ailleurs rien à signaler. Le ciel restera dégagé, à partiellement voilé, à noter des zones de sable, cette fois-ci vers le Sahara central. Les températures, quant à elles, eh bien, seront de saison, avec toutefois un minimum de 8 degrés du côté d'Al-Beyod, 16 vers Alger, vers les régions de l'ouest, eh bien, il y aura de la fraîcheur avec des températures qui varient entre 15 et 16 degrés. La moitié sud, eh bien, les températures on enregistrera 10 degrés du côté de Béchar, 13 vers Gardaya, 16 degrés à Biskra, 18 Ilizi, 19 Janet, 23 à Tindouf, 22 du côté de d'Adrar, 27 l'extrême sud. On revient au nord où les températures atteindront les 10 degrés du côté de Djelfa, 13 vers Batna, 12 Constantine, 15 degrés Tizi Ouzou, également à Naba, 17 à Oran, 16 degrés à Alger et le minimum, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 8 degrés vers Al-Bayad. La mer aujourd'hui, eh bien, elle se montrera plutôt agitée sur les côtes ouest et centre, mais peu agitée sur les côtes est, avec des vents qui vont souffler entre 20 et 40 km/h sur les côtes ouest et centre, et les vents seront de secteur est à nord-est sur l'ouest et également sur les régions du centre, mais de secteur est sur les côtes est, et les vents souffleront entre 20 et 30 km/h. On va faire un petit tour cette fois-ci vers la partie sud de l'Afrique où le temps restera partiellement voilé. À Abidjan, également Bangui, des pluies prévues du côté de Lusaka, Antananarivo, plutôt couvert vers le Cap. Côté température, eh bien, on relèvera 22 degrés vers le Cap et Antananarivo, 24 à Addis Abeba, 27 Nairobi, 23 à Lusaka, 30 degrés à Windhoek, 33 du côté de Kinshasa, 37 à Abuja et le maximum cette fois-ci à Bangui avec 38 degrés. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi. Et d'ici là, très très bonne matinée. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis أينما كنتم. Merci beaucoup, Amel. C'est moi qui vous remercie. Excellente journée à vous Excellente aussi. journée. On se quitte en chanson comme d'habitude. Comme Hein. d'habitude, avec plaisir. Allez, pourquoi déroger à la tradition d'avoir du beau son tout au départ de cette émission? Et aujourd'hui, c'est la voix de Myriam Belhalal qui va vous bercer les oreilles autant que nous. Et c'est l'heure où elle interprétera pour nous et pour vous Sultana. C'est parti.
Voilà, c'était La Sultana interprétée par Maryam Ben Allel, donc une chanteuse à la voix cristalline que nous aimons beaucoup. Et puis, bien sûr, voilà, sans aucune transition, nous allons parler du volet santé ce matin. Il est vrai que le coronavirus, ou la coronavirus, plutôt le coronavirus et la Covid-19 préoccupent les esprits actuellement, mais les familles aussi sont préoccupées par un autre fléau qui sévit toujours. Bien sûr, la jeunesse est en proie à l'addiction à la drogue et aujourd'hui, nous avons choisi de rappeler un petit peu certaines règles, certaines aussi recommandations. Et pour ce faire, nous avons le plaisir de recevoir ce matin sur ce plateau le professeur Majid Tapti. Il est psychiatre, bien sûr, et habitué des plateaux télé aussi. Vous êtes aussi chef de service à l'hôpital psychiatrique de Cheraga. Vous avez reçu dans votre carrière énormément de jeunes en proie à ce fléau, la drogue en particulier. Ben effectivement, d'abord merci pour l'invitation et d'avoir choisi une thématique très sensible actuellement en Algérie. Vous l'avez si bien dit, c'est un véritable fléau de la société, je dirais même un véritable problème de santé publique. Ce qu'on voit actuellement, c'est un peu la partie émergente de l'iceberg. Mais plus profondément, c'est vraiment très très profond. Je vous parle en tant que professionnel de la santé qui s'est occupé, qui s'occupe jusqu'à ce jour un peu de ce problème de santé publique. Ben, je dirais que c'est un raz-de-marée. Et aujourd'hui, notre société, parce que quand je parle de la société, je parle aussi de la cellule familiale qui est confrontée à la consommation, je dirais, de drogue. Et là, aujourd'hui, la sonnette d'alarme, je crois qu'elle est tirée. Parce que nous, je le dis en tant que professionnel, je parle au nom de tous mes confrères et consoeurs, on est un peu dépassé maintenant. On n'arrive plus à subvenir à la demande de prise en charge, et Dieu sait combien cette prise en charge est coûteuse et en même temps délicate, parce que vous savez, quand vous traitez une personne, ça demande beaucoup de paramètres, beaucoup de paramètres. Lesquels justement, docteur? Ben, d'abord, il y a la motivation personnelle de la personne, si la personne n'est pas motivée. Et surtout, vous savez, dans la définition de la toxicomanie ou de l'addiction, aujourd'hui on en parle, on revient toujours à la définition de Einstein qui dit c'est la rencontre d'un individu, d'une personnalité et d'un environnement. Donc vous savez, quand vous luttez, il faut lutter donc par rapport à la personne elle-même, toutes ses prédispositions personnelles, le phénomène de la drogue, c'est-à-dire le produit en lui-même, les saisies qui sont en train de se faire et tout, ça c'est un travail aussi assez difficile, et l'environnement. Je vous donne un simple exemple, même si vous arrivez à stabiliser une personne ayant des consommations antérieures, mais dès que vous le remettez dans l'environnement, c'est comme si vous n'avez rien fait. Il rechute. Voilà, donc vous voyez, c'est lutter contre trois dispositifs. Et ça, c'est vraiment difficile. Oui, j'imagine que vous avez besoin justement de connaître vraiment la personnalité de ce patient en vue justement de trouver peut-être ce point zéro qui l'a mené vers cette consommation en particulier ou cette case fragile dans sa personnalité ou dans son esprit. Oui, vous avez mis le curseur là où il faut, mais c'est que maintenant on est confronté à une situation encore plus particulière, c'est cette consommation précoce, j'allais dire très précoce. D'accord, donc on recule en âge? Ben oui, moi qui est dans un service où je m'occupe des adolescents et des enfants, maintenant vous avez des enfants à partir de l'âge de 10 ans. Oh mon Dieu! Ben oui, la première expérimentation, elle a bien avancé, c'est à l'âge de 10 ans, 11 ans, 12 ans, et quand vous savez, l'adolescence, elle y va jusqu'à l'âge de 25 ans. Donc déjà, les premiers pas de sa vie à l'âge de 12-13 ans, il a déjà un passif. Parce qu'avant, c'était l'âge où on découvrait seulement la cigarette. Là, il n'y a pas que la cigarette, apparemment. Non, il n'y a pas que la cigarette. Non, je parle réellement des drogues. Quand vous avez des enfants de 10 ans, 11 ans qui s'initient au Patex, quand vous avez des enfants de 10, 11 ans qui s'initient au cannabis, et j'en passe. Donc déjà, l'âge de découverte, c'est l'âge de 16 ans. Donc quand vous consultez la première consultation, vous verrez qu'à son actif, il a déjà 4-5 ans. Et quand vous avez déjà un chemin parcouru pendant 4-5 ans, c'est énorme. Vous savez, donc,
quand vous découvrez, c'est généralement de façon fortuite. Les parents font confiance à leurs enfants et très souvent, c'est lors des rechutes ou des syndromes de sévrage que la maman ou le papa vous disent mon enfant il a changé, mon enfant c'est pas la même personne. Je ne le reconnais plus. Après voilà, donc c'est là où ils découvrent. Et ça, donc la responsabilité, moi je l'ai toujours dit, elle est vraiment très engagée dans la consommation des drogues. Pas seulement la famille, mais une grosse partie, je pense qu'à l'âge de 10 ans, 11 ans, on est en préadolescence, on n'est même pas à stade d'adolescence. La responsabilité des parents est engagée dans le sens où on le voit aujourd'hui, quand vos enfants, vous ne contrôlez pas vos enfants, ils sont à l'extérieur, vous ne savez pas où ils sont, ou qu'est-ce qu'ils font, avec qui ils sont, vous ne fouillez pas, vous ne cherchez pas à comprendre, j'allais dire, il n'y a pas de communication, là je pense qu'il y a déjà, il faut mettre le point à ce niveau. Donc ça, c'est la première case sur laquelle Oui. il faut travailler. Donc voilà, je vous avais anticipé sur ma question, parce que j'allais vous dire quelle attitude. Je suis parent d'un enfant, je découvre par hasard qu'il y a un bout de cannabis dans sa table de nuit. Qu'est-ce que je dois faire? Ben, très souvent, déjà, quand la maman ou le papa découvre déjà, et souvent aussi c'est à l'école, hein. Donc, vous savez, le chapitre de la consommation des addictions, il est tellement vaste. Vous savez, le retentissement, très souvent, c'est-à-dire j'avance un peu dans la question Oui, pour oui, oui, il revenir. n'y a pas de souci. Merci. Le retentissement social est important, le retentissement familial. Très souvent, c'est quand, je sais pas, il est pris en flagrant délit de consommation, donc déjà il y a un délit judiciaire. À l'âge de 15 ans, 16 ans, c'est là où les parents sont alertés. Oui, donc c'est carrément les services de sûreté De qui... sécurité, oui, donc ils prennent le gamin, hein, j'allais dire, 15 ans, 16 ans, en train de consommer. On appelle ses parents, on lui dit, écoutez, votre fils est au niveau du commissariat. Et là, donc, les parents sont alertés. Très souvent aussi, parfois, c'est une découverte fortuite à la maison. Parfois, donc, c'est d'auto-agressivité, c'est de l'agression à la maison, c'est changement du comportement de l'individu. Donc, vous voyez, quand la maman ou le papa, les parents découvrent ça, c'est généralement l'affolement. Donc, l'affolement, je ne sais plus quoi faire, où est-ce que je vais le prendre. Donc, après là, le parcours du combattant va commencer, c'est les consultations, c'est la prison. Ils ne savent pas. Parce que pourquoi il n'y a pas, à vrai dire, un protocole à suivre. Et puis, il faut le dire aussi, les centres de soins, les CISA, les centres intermédiaires de soins en addicto, ça existe, mais ça reste toujours insuffisant. Il y en a combien dans le pays Si je ne me trompe pas, dans les 52, 53 centres, avec des gros centres d'hospitalisation tels que donc Blida, Tizi Ouzou, un service d'addicto, mais un hôpital du jour, hein, chez Raga. Donc il n'y a pas d'hospitalisation, il n'y a pas de cure d'hospitalisation. Ça reste très insuffisant. C'est-à-dire qu'il faut rendre que ces centres, il faut qu'ils soient opérationnels, ils sont opérationnels, mais on veut que ça soit mieux équipés, surtout en personnes formées en addictologie. Donc c'est une formation spécifique spécifique en addicto, il faut vraiment mettre les moyens qu'il faut sur le volet formation, et la demande, elle est extrêmement importante. Mais bon, le problème qui se pose, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas prendre quelqu'un qui a à son actif une consommation de quelques années, vous allez lui dire, écoutez, il faut arrêter. Si il n'y a pas une pression. Même la pression, elle est négative sur lui parce qu'il va s'obstiner, il va vous dire non. Donc la motivation, c'est ça le but, le travail que vous faites. Très bien. Est très important, c'est la sensibilisation. C'est le syndrome motivationnel. Pour que la personne soit motivée, il faut qu'il y ait déjà ce désir d'arrêter. Après, nous, en tant que professionnels, on mettra les outils médicaux, les outils qu'il faut pour que la personne arrive finalement à s'estomper. Et on a réussi. Dieu sait combien de patients on a pris en charge. Mais je pense que c'est assez compliqué. Vous accordez particulièrement beaucoup d'attention à ce volet, professeur Tapti, dans votre service. Ça fait des années que vous luttez contre cet aspect. Et justement, vous parliez tout à l'heure de chiffres alarmants, de chiffres en hausse. Vous n'êtes pas sociologue, j'en ai conscience, mais est-ce que vous avez votre lecture par rapport à cette hausse? Qu'est-ce qui a fait qu'on ait ce recul? Pourtant, il y a eu des campagnes de sensibilisation très percutantes pendant une décennie ou une vingtaine d'années. Donc chaque année, on avait vraiment de grandes campagnes de sensibilisation à la drogue. Vous savez, faire des campagnes de sensibilisation dans toutes les affections, les pathologies, juste le jour de la journée mondiale 2, ça ne suffit pas. Voilà. Oui. Il faut vraiment que ça soit
à long terme. Oui. Et il faut que ça soit récurrent, même quotidien. Un travail de Un proximité travail serait recommandé. vraiment de proximité, parce que vous savez, aujourd'hui, la tentation, elle est importante. Quand vous avez le produit, il est disponible. Oui. La disponibilité du produit, elle est là. Moi, quand je pose la question aux gamins, je leur dis 16, 18 ans, mais comment vous avez... Mais ils me disent, mais professeur, vous vivez dans un autre monde ou quoi? Oui. Mais elle se vend... C'est partout. C'est partout. Oui. Donc, quand Mais quel est le produit le plus répandu et celui qui vraiment constitue un danger pour il y a de les tout, hein. enfants? Maintenant, il y a de tout. Maintenant, on est passé, il y a quelques années, une vingtaine d'années de la consommation du cannabis. Maintenant, on est carrément dans les drogues dures, de l'héroïne, de la cocaïne, des psychotropes. Maintenant, il y a de tout. Mais vraiment, il y a de tout. Et la disponibilité de produits, malheureusement, elle est là. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, la définition de Weinstein est très importante. C'est la disponibilité du produit, l'environnement. Aujourd'hui, un point très important, c'est un peu cette destitution, cet éclatement de la cellule familiale qui fait que personne ne contrôle l'autre. Il n'y a plus d'autorité. Il y a de l'indépendance chez la jeune génération. Ben oui, c'est la bande autorité. Et vous savez, Robert Berthelier avait dit une phrase très importante, c'est que vous savez, dans ce phénomène d'addiction, vous savez comment rentrer, mais vous ne savez pas comment sortir. Oui. C'est-à-dire, c'est un piège finalement. Et généralement, c'est à titre d'expérimentation. Vous savez, généralement, c'est des jeunes ados, 12, 13, 14 ans, c'est fistif, donc il y a cette petite consommation. Et puis vous savez aussi, il y a un autre phénomène, c'est l'environnement, ce sont les dealers. Donc facilement, ils s'accaparent de leur proie, je dis bien de leur proie, et on vous la donne gratuitement, donc c'est bien. Et je disais tout à l'heure au début, il y a des prédispositions particulières avant d'arriver à la personnalité qui, à l'âge de 16 ans, 18 ans, commence à se constituer. Ce sont toutes ces personnes qui ont subi de la maltraitance dans leur enfance. Oui. Ce sont des enfants adolescents livrés à eux-mêmes. Ce sont des enfants qui sont très anxieux. Ce sont des enfants qui, la famille, elle est cassée, quoi. C'est des familles cassées, donc qui se retrouvent à la rue, dans un environnement hostile. Et plus que l'expérimentation... Les divorces aussi impactent sur certains adolescents, effectivement. Tout ça fait que facilement, l'enfant, le gamin, rentre. Et puis, une fois qu'il rentre, c'est vraiment très compliqué pour lui de s'en sortir s'il n'y a pas une aide médicale appropriée. On terminera par cette question, professeur Tapti. Donc, vous avez face à vous des jeunes. Comment vous arrivez à leur donner de l'espoir? Quels sont vos outils, justement, pour les convaincre de décrocher? Il faut les motiver, il faut leur dire que votre avenir, il est compromis. Il faut toujours faire un comparatif à un idéal, hein. Il y a toujours un idéal. Et puis, sans vraiment, moi je le dis, j'ai constaté ma modeste expérience, sans les parents, c'est-à-dire le travail médical, le travail avec les parents. Vous impliquez la famille donc dans la désintoxication. C'est très important. S'il n'y a pas la famille, je pense qu'il y a vraiment de peu de chances de réussir. Et aussi l'environnement. L'environnement est très important, on le dit aux parents. L'environnement dans lequel vous vivez, dans des ghettos, dans des quartiers populaires, où le gamin, même si on fait un travail, il sort, il arrive vraiment à arrêter son addiction, mais si vous le remettez dans le milieu dans lequel il a vécu, il va rechuter. Et puis aussi, les rechutes font partie de la thérapie, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire qu'on a réussi à 100%. Mais il faut espacer ces rechutes jusqu'au jour où il y a quand même une guérison pratiquement totale. Très bien. Merci pour cet éclairage, professeur Majid Tapti. Donc, je rappelle que vous êtes psychiatre et chef de service à l'hôpital psychiatrique de Cheraga. Merci pour cet éclairage et bon courage aux équipes qui travaillent autour de vous et vraiment qui essayent d'éradiquer ce phénomène qui vraiment influe négativement sur notre jeunesse. Merci infiniment. Passez une excellente journée. Vous aussi qui êtes avec nous, bon début de journée, je dirais, bon réveil, et également à ceux qui viennent vraiment nous rejoindre. Tout de suite, nous allons vous proposer également un portrait, celui de Walid Massili, un entraîneur de natation qui s'est mis à l'hypnothérapie. Et puis voilà, il a été découvert par Ariles Ould Hamouda. Nous allons un petit peu voir son portrait et nous revenons juste après avec d'autres invités. Restez avec nous.
Je m'appelle Walid Missili, je suis un Algérien qui habite aux États-Unis. Je suis un ingénieur en informatique. Je travaille dans le domaine des technologies financières, spécialement dans les plateformes des bourses où les investisseurs achètent, par exemple, ils investissent dans le domaine de stocks, les options. Et puis, je suis aussi un entraîneur de natation avec USA Swimming. Et aussi, je suis un hypnotiseur professionnel où je fais de l'hypnothérapie. J'aide les gens à cesser de fumer, changer leur vie, les phobies. Et je fais aussi une partie de mon show aussi par rapport à la thérapie. Je fais des shows comme le mentalisme. J'ai fait mes études ici en Algérie. J'étais à l'université de Bouzréa. Ma spécialité, c'était la littérature anglaise. Et après, c'est une des raisons qui m'a mené de traverser l'océan et partir aux États-Unis pour élargir mon savoir. Et j'étais quelqu'un qui suivait toujours un dicton, une personne qui n'est pas en train d'avancer, en train de reculer. L'hypnose est un état naturel, donc c'est comme un sommeil, mais ce n'est pas un sommeil avec inconscience. C'est un sommeil entre l'inconscience et le conscient, c'est un sommeil artificiel. Et avec l'hypnose, avec la suggestion, avec le magnétisme, je peux induire une personne sous l'hypnose, sous un état qui s'appelle l'état de transe, et on peut entrer et accéder le subconscient de la personne pour faire des modifications. Parce que la phobie, par exemple, les habitudes sont par exemple des programmes qui sont programmés sur le niveau du subconscient. Donc c'est ce que je fais, je pénètre par exemple le cerveau de l'être humain, le subconscient, et changer ces programmes, et les modifier les paramètres pour aider les gens, les motiver, changer leur vie. Donc l'hypnose, ça aide à se débarrasser des phobies, des addictions, et aussi ça peut apporter une augmentation sur le niveau du sport, dans les performances. J'ai déjà fait l'hypnose à quelques athlètes et ça a donné vraiment un résultat impeccable. Genre les athlètes, ils ont carrément amélioré, les deux athlètes que j'avais, ils ont vraiment amélioré non seulement leur technique, mais aussi leur vitesse dans le domaine de la natation. Voilà, notre deuxième séquence sera consacrée à la numérisation à travers l'expérience vécue par les partenaires et aussi adhérents à la GAN. Qu'est-ce que la GAN? Eh bien, pour répondre tout de suite avec moi, Anis Ababsiya, bienvenue. Merci. Vous êtes justement bien placé, vous êtes au conseil d'administration de cette organisation en faveur du développement justement du numérique dans notre pays. Alors, on va d'abord la présenter, si vous le permettez. Oui, parfaitement. Donc, le GAN est un groupement d'intérêt économique. Donc, on dit le GAN, non pas la GAN. Oui, le GAN, c'est un groupement. Oui, le groupement, tout à fait. Oui, c'est ça. Donc, le groupement algérien des acteurs du numérique, le GAN, est un groupement qui rassemble, ou du moins qui ambitionne de rassembler le plus grand nombre possible d'acteurs économiques de la sphère numérique en Algérie. Donc, très bien, vous en faites partie justement, indépendamment de cette participation au GAN, donc vous avez également, vous êtes chef d'entreprise. Parfaitement, c'est ça. Donc moi je suis à la tête de deux organisations, dont l'une est une agence digitale et l'autre est un cabinet de ce qu'on appelle la business intelligence. Donc là, très bien. Tout le travail lié à la collecte, la visualisation et l'analyse de données pour le compte des entreprises. Voilà, si j'ai commencé par cet aspect, c'est pour dire un petit peu quel type de profil on peut retrouver au sein de cette organisation, ce groupement qu'on appelle le GAN. Donc le GAN vient de clôturer une des rencontres qui est mise justement au service des acteurs du numérique. Ça s'appelle Raqmana. Raqmana, en effet, c'est en fait un des événements qu'on essaie de maintenir de façon mensuelle. Pas toujours évident, mais c'est pas évident, par temps de Covid. Hein? Oui, exactement. Donc il arrive que ça ne soit pas strictement mensuel. Donc en effet, notre dernière édition datait du 19 janvier, mais celle d'avant datait du 30 novembre. Donc en décembre, par exemple, il n'y a pas eu d'édition. Oui. De petits écarts quand même, c'est pas beaucoup. Oui, on essaie de maintenir ça vraiment de façon mensuelle. C'est important que ça soit
récurrents et réguliers. Donc, je voudrais juste rebondir sur le type de profil qu'on peut trouver au sein du GAN. Allons-y. Donc, au sein du GAN, vous avez vraiment de très petites entreprises, des startups, jusqu'à de très grands géants nationaux. C'est ça, tout à fait. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle, nous, des membres sponsors, puisque nos principales activités sont financées essentiellement par ça. Et puis, on a également des personnes physiques, donc des consultants, des experts, des professions libérales. Et voilà, donc petits et grands, de tout âge, de toute taille, tout le monde est le bienvenu. Tout le monde, mais voilà, participe à ce travail d'accompagnement de la révolution numérique, on dira chez nous, ou du développement, tout simplement. Allez, soyons un petit peu plus terre à terre. On essaye du moins de travailler en intelligence collective, on essaie de se mobiliser pour travailler sur les chantiers qui peuvent le plus impacter, on va dire, notre secteur, sachant que le numérique, il est économiquement et socialement transversal. Ça veut dire que si on arrive à développer le domaine du numérique en Algérie, ça peut impacter toute la chaîne de valeur. Toute la société, en fait. Toute la société. Alors, ça. revenons un petit peu sur le dernier forum, Raqmana, donc, qui était au profit de deux thématiques, le e-commerce et le e-paiement en Algérie. C'est vrai que c'est d'actualité, il y a des petites choses qui se développent. Et en fait, chaque thématique a son poids dans cette mouvance du secteur. Parfaitement. En fait, le choix des thématiques qu'on garde pour les forums se fait soit parce que c'est d'actualité, comme vous le soulevez, soit parce que c'est stratégiquement important pour le secteur. Donc, en l'occurrence, la dernière édition, c'était vraiment un événement d'actualité qu'on ne pouvait pas rater. Donc, en l'occurrence, je vais raconter ça de façon simple. Oui, avec plaisir. En fait, il y a eu la signature d'un accord d'interopérabilité entre Algérie Post et les banques. Très bien. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, tout simplement, avant, les e-commerçants, les web marchands qui étaient domiciliés chez des banques ne pouvaient pas recevoir des paiements de consommateurs, de citoyens qui pouvaient payer avec une carte Dahabia. Ce n'était pas possible de payer avec une carte d'Algérie Post un web marchand qui lui était domicilié donc dans au une niveau autre d'une banque, banque. oui, une Exactement. autre structure. Oui. Donc aujourd'hui c'est possible. Donc les web marchands peuvent aujourd'hui recevoir des paiements de n'importe quelle carte. C'est ce qui est fantastique puisqu'en fait la totalité des cartes, on compte aujourd'hui plus de 8 millions de cartes Dahabia, plus les 2,5 millions de cartes CIB. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, en tant que e-commerçant, je peux adresser une population de plus de 10 millions de consommateurs potentiels. Oui, il faut dire que la convention, justement, qui concrétise un petit peu cette, comment dire, interopérabilité des cartes CIB et Dahabia est assez récente. Donc, vous avez très vite rebondi. C'est dire un petit peu votre réactivité par rapport au secteur, c'est pas mal. En fait, nous, on essaie déjà d'être proactifs. Ça veut dire que on essaie de pousser à ce type de décision. Donc, oui, c'est clair qu'on essaie Donc, vous êtes un véritable boost quelque part. On essaie de l'être, effectivement. Donc, on est. D'ailleurs, c'est la raison même d'être de Raqmana. Donc, en fait, dans la dernière édition, par exemple, c'était effectivement les décideurs qui étaient derrière cet accord d'interopérabilité qu'on a ramené. Donc en face des médias et des membres du groupement pour essayer de mettre en place un débat en toute transparence. Ça veut dire que c'est le but même du forum Raqmana. Voilà. C'est vrai que l'un des forums a vu la présence du ministre de la Poste et Télécommunications. En effet. C'était l'avant-dernière? C'était l'avant-dernière. L'avant-dernière. La thématique, c'était en fait l'infrastructure numérique. On avait également évoqué les thématiques e-commerce, data center, le débit Internet. Donc, et M. le ministre a pu exposer donc, avec des chiffres son travail, l'avancée du secteur. Et puis, en toute franchise, ce qui est bien dans le forum, c'est que tout le monde est sur le même piédestal. Il est face aussi à une belle brochette de journalistes et de spécialistes du domaine. Donc, tout le monde peut poser une question. Peut adresser directement sa requête, sa doléance, ses inquiétudes. Et puis les invités répondent comme ça en toute transparence. Donc il y a une ambiance assez conviviale qu'on essaie de maintenir pour faire que ça ne soit pas un peu trop crispé, qu'il n'y ait pas de langue de bois, qu'il n'y ait pas de pression. D'une part ou de l'autre. On est dans l'échange. Et puis, ce n'était pas le seul ministre qu'on avait reçu. La toute première édition, c'était une édition qui était dédiée aux startups. Donc, on avait reçu le ministre délégué au Premier ministre chargé
des startups, des startups et de l'économie de la connaissance. Excellent, excellent. Donc on revient sur ce dernier forum, cette 6e édition, dans laquelle on parle d'un élément très important, le paiement en ligne, l'intervention du digital ou de la numérisation dans le e-commerce ou éventuellement le e-payment. Donc voilà, comment ça s'est déroulé, quels étaient vraiment les points forts de cette rencontre? En fait, c'était la première fois où déjà on avait le plaisir de recevoir 2 panels. Donc d'habitude, c'était soit un invité pendant toute la matinée, soit un panel. C'était la première fois qu'on recevait 2 panels. Et on avait d'une part dans le premier panel le directeur général de la GIE Monétique, la directrice générale de la SATIM, donc la société d'automatisation des opérations interbancaires, et puis la PDG d'Algérie Post. Donc c'était les premiers concernés derrière cette question d'interopérabilité. Oui. Et puis dans un second panel, on avait également... Il faut dire que la SATIM, justement, a offert cette belle plateforme, cette possibilité de passer ou transiter vers cette interopérabilité. En effet, oui. La SATIM et le GIE ont travaillé sur une plateforme qui s'appelle CIBweb.dz et qui en fait aujourd'hui permet à tout web marchand, tout e-commerçant d'intégrer son module de e-payment sur sa plateforme de façon complètement distancielle et sans papier. Voilà, donc, sans trop d'efforts. En effet, en avant, il y avait beaucoup de... On simplifie Oui, avant, c'était une opération monstre. Intégrer le e-payment sur sa plateforme, c'était vraiment super difficile. Aujourd'hui, donc, grâce à la plateforme CIBweb, c'est devenu vraiment quelque chose de très très simple. Et puis, en plus de l'interopérabilité, donc on espère que tout cela fait que cette histoire de paiement en ligne... C'était un peu le casse-tête chinois de tous les créateurs de plateformes, de toutes ces startups qui sont nées. En fait, c'est vraiment... On a une profusion de plateformes très intéressantes qui calent sur cet aspect en particulier, le e-payment. Parfaitement. Donc, le e-payment, en fait, c'est toute une histoire. Déjà, en fait, le fait d'intégrer ça sur la plateforme, comme je disais, c'était techniquement, c'était un parcours du combattant. Donc, il fallait faire des pieds et des mains pour l'avoir. Les développeurs n'arrivaient pas à trouver toutes les solutions. Même l'opération était plus ou moins ambiguë et coûtait beaucoup d'argent. Donc, déjà, c'était pour l'intégrer, déjà, est-ce que c'était intéressant de le faire? Donc, aujourd'hui, ce n'est pas coûteux. Ça se fait rapidement. C'est paperless, c'est à distance. Donc, why not? Et puis en plus, aujourd'hui, si ça permet d'accéder à plus de 10 millions de consommateurs, donc là, oui, c'est clair, aujourd'hui, la question ne se pose plus. Avant, c'était plus ou moins, est-ce que c'était déjà intéressant d'avoir uniquement 2 millions de consommateurs pour le coût que ça coûtait? Donc aujourd'hui, maintenant que ce n'est plus aussi coûteux, que ça se fait rapidement et que ça permet d'adresser une population super large, donc oui, aujourd'hui, c'est super intéressant et puis on espère... évidemment, maintenant, le travail qui doit se faire, c'est un travail de communication, de sensibilisation, faire comprendre aux e-commerçants et web marchands l'importance d'intégrer ce type de module, et puis faire comprendre aux citoyens aussi les avantages qu'ils tirent de pouvoir payer. Donc, moi, j'imagine, je n'ai pas assisté à la rencontre, mais j'imagine un petit peu le débat et vraiment, ça a dû être un excellent échange. En effet, il y avait tellement d'échanges, spécifiquement sur cette édition, parce qu'il y avait beaucoup de e-commerçants qui eux-mêmes avaient des questions pour les invités, pour les panélistes, exactement. Donc, on avait déjà du mal à contenir tout ça dans une seule matinée. Il y avait vraiment beaucoup d'échanges. Et puis voilà, donc c'était vraiment l'une des éditions les plus riches, j'imagine. Et ça a dû motiver le deuxième panel, on n'en a pas parlé. Le deuxième panel qui englobait, je pense, quand même le secteur bancaire, entre autres. Le deuxième panel, on a préféré ramener justement des acteurs économiques. Alors d'habitude, on met les décideurs en face des acteurs économiques qui, eux, posent les questions. Aujourd'hui, en plus, on a voulu mettre un panel où ils peuvent s'exprimer avec une parole beaucoup plus porteuse. Donc il y avait en l'occurrence un directeur général d'un célèbre e-commerce algérien, un DG également d'une société de hosting, de cloud, ça veut dire que c'est lui qui héberge les boutiques en ligne des e-commerçants, et puis également un autre DG d'une société de logistique, puisque ça reste
un maillon important de la chaîne de valeur du e-commerce. Oui. Voilà, donc, c'est vrai que ce sont tous les aspects qui contribuent à ce qu'il y ait fluidité justement des opérations économiques en ligne. Donc, et ça a dû être une thématique très appréciée, j'imagine. Effectivement, donc d'autant plus que c'est quelque chose qui est d'actualité et en plus, depuis la signature de l'accord, la communication n'est pas très... il n'y a pas profusion en termes de communication, donc il fallait apporter des éclaircissements sur les questionnements des acteurs du domaine. Ça en soi, c'est une contribution qualitative, hein, justement. Lever le voile, aussi faire connaître les nouveautés, le développement. On retrouve tout cela sur votre site aussi. Hein. Le site de la GAN englobe toutes ces nouveautés, cette actualité liée à la numérisation. En fait, on essaie de vraiment tout documenter, que ce soit en photo, vidéo, en article, etc. Et tout est, vous pouvez tout retrouver sur gan.dz. Donc, tout est documenté de façon à ce que tout le monde puisse venir consulter les news qu'on a pu produire pendant les événements. Et puis, on essaie d'avoir le maximum de médias possible pendant l'événement, puisque c'est aussi grâce à vous qu'on arrive à faire passer le mot. Donc, d'une part aux citoyens, je le disais, puisque c'est eux qu'il faut convaincre au final de passer vers ce nouveau mode de consommation, et puis aux décideurs également. Oui, voilà. Très bien. Donc en tout cas, bonne continuation. Est-ce que vous êtes déjà sur la prochaine thématique, la préparation? Oui, en fait, la prochaine thématique, je vais l'annoncer d'ores et déjà. Donc ça sera une thématique un peu spéciale. Ce sera la première fois où le GAN rassemblera toutes et tous ses membres pour une concertation interne de sa roadmap et de sa stratégie pour 2022 et au-delà. Donc voilà. Après, oui, on a des projets thématiques pour toute l'année, mais ce n'est pas des thématiques qui sont fixes, puisque comme vous l'avez mentionné, compte tenu des circonstances et de l'actualité qu'on ne peut pas prévoir, donc il se peut qu'on change de façon imprévisible les thématiques. Voilà. Moi, en tout cas, voilà, travailler en inclusif, c'est pas mal aussi. Ça doit regrouper aussi tous les opérateurs de la GAN pour vraiment relancer au mieux donc, tous ces outils que vous mettez au profit justement de la numérisation dans notre pays. C'est excellent. Bravo en tout cas, et merci de nous avoir permis de découvrir ce groupement, le groupement algérien des acteurs en numérique, qui fait beaucoup dans le domaine, qui a sa contribution en général dans le développement et l'accompagnement de la transformation numérique dans le pays. Je vous en prie, merci à vous pour l'invitation. Et puis à très bientôt. Voilà, ce fut un plaisir. Voilà, à travers vous, on salue tous ces acteurs, tous ceux qui vraiment visent à un vrai développement qualitatif de la numérisation dans notre pays. Bonne journée et excellente année 2022 avec tous les projets, toutes les thématiques que vous allez probablement découvrir et faire découvrir dans Raqmana. Merci à ceux qui sont encore là avec nous dans notre matinale. On va dans un petit moment découvrir une artisane qui fait vraiment de très belles, qui offre de très belles dégustations en matière de confiturerie. Et aujourd'hui, avant justement d'aller vers elle, nous allons découvrir le portrait dressé par Faria El Hamdi d'une potière de la région d'Aït El Khir. Et nous nous retrouverons juste après. Situé dans la commune d'Etrlili, à 35 km à l'est de Tizi Ouzou, Etrkhir est un village incontournable pour les connaisseurs en quête des poteries artisanales qui conjuguent raffinement et solidité. La région d'Etrkhir est connue à Tizi Ouzou et même au niveau national pour sa production de la poterie. Beaucoup de femmes de ce village, situé en face du Djurdjura, ont perpétué la tradition. Quand j'étais petite, je voyais ma mère, ma grand-mère, mes grands-mères, comment ils font, et ça m'a donné envie de faire aussi. J'essayais aussi de toucher à la terre, comment ça... Voilà, et c'est là que ça a commencé l'histoire de la poterie. J'ai commencé à l'âge de 10 ans. C'est un travail manuel traditionnellement réservé aux femmes. La poterie était à l'origine un besoin d'utilité domestique en Kabylie.
Je continue toujours à exercer ce métier et l'inculquer à nos filles et nos belles-filles. Les rares femmes qui continuent, vaille que vaille, à produire, le font beaucoup plus par amour pour ce métier que pour autre chose. Les femmes potières d'Ethrir, âgées pour la plupart, optent pour la production de plats en terre cuite pour cuisson, le tagine, qui semble bien prisé sur le marché local et même en France. Le but de l'association, c'est de sauvegarder et valoriser notre poterie. Autre particularité, et pas les moindres, de la poterie de ce village est l'utilisation du tuf appelé localement tefza, une pierre calcaire broyée à coups de pilon et à la force des bras pour la transformer en poudre qui sera mélangée à l'argile pour rendre les objets plus robustes. جنتي دير جلوث النغ مزبورة ماشي المسورة اللي تنحفظو في خراقي نكيلي غاسمي فزيغا في خراقي تنطوس مدافع يدي السكرن 13 سنة كدا عمريو 8 في خراقي استيسال من الفخار تعجبيني تخدم طويني راسي تتعلم صحفظيت نكيني تخدمي تبقي حفظات شي طاح شي طاح. La délicatesse et la finesse des objets fabriqués manuellement, patiemment polis avec une pierre lisse, et la couleur ocre obtenue grâce à une argile, avec laquelle sont enduits les objets avant leur cuisson. Mais avant de quitter le village d'Ethrir, ces femmes ont décidé de nous souhaiter la bienvenue à travers ce chant magique, qui est Ashouir, un chant d'existence qui les accompagne dans leur vie de la naissance jusqu'à la mort. Voilà, c'est une chorale improvisée, mais ô combien charmante de ces dames qui nous viennent du village d'Et El Khir. Donc, ce sont des potières qui excellent vraiment dans la conservation de ce legs ancestral transmis de génération en génération. Aujourd'hui, justement, sur ce même plateau, nous allons parler de la femme rurale, nous allons parler de la femme où qu'elle soit et de ses motivations et de sa contribution à l'économie du pays à travers une initiative lancée par Madame la ministre de la Solidarité, de la Femme, de la Famille et de la Condition de la Femme. Donc, en l'occurrence, Madame Kwiter-Krikou qui a lancé en faveur de ces dames, voilà, de partout, voilà, un guide dont on parlera aujourd'hui grâce à l'intervention de Houria Badani, qui est sous-directrice de l'Agence du développement social du ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la Femme. Bienvenue. Merci pour l'invitation. Ah bah, tout le plaisir est pour nous, tant qu'il s'agit justement d'offrir, comment dire, des tremplins, des boosters en faveur du développement de la femme dans notre pays, pourquoi pas? Exactement, bien sûr, pourquoi pas. Très bien, donc si vous êtes parmi nous, c'est aussi pour nous présenter cette agence que vous représentez aujourd'hui, une agence qui fait énormément d'efforts de proximité avec la société et la femme en particulier. Très bien. Tout d'abord, permettez-moi de vous remercier d'avoir m'a donné cette opportunité pour discuter, parler de ce guide d'intégration économique de la femme.
Pour l'Agence de développement social, c'est une institution étatique qui a été créée dans un contexte bien déterminé durant les années 90, et plus exactement en 1996. Oui. Elle a été chargée d'identifier, de cibler les territoires et les poches de pauvreté, ainsi que la population, le ciblage de la population et de toutes les catégories de population démunies et défavorisées, et la prise en charge et l'accompagnement de cette population. Donc, l'Agence du développement social contient plusieurs portefeuilles importants de programmes et de dispositifs relatifs à l'aide sociale, au développement communautaire, à l'insertion, c'est-à-dire socio-professionnelle à travers l'emploi temporaire, et d'autres dispositifs, notamment le dispositif des cellules de proximité de solidarité qui font un travail formidable sur le terrain. Nous les avons vus au niveau local, sur le territoire national. Il faut dire que c'est le volet dont vous avez la charge au sein de l'Agence nationale de développement social. Donc vous êtes chargé justement de ces cellules de proximité qui vont aussi aider à la diffusion de ce guide. Exactement. Ce qui va nous amener maintenant à parler plus concrètement de cette création, de cette nouveauté, de cette initiative. Alors, qu'est-ce que ce guide exactement peut offrir à ces femmes? Oui. Premièrement, le guide, il a été élaboré à l'initiative de Madame et la supervision permanente et directe de Madame la ministre de la Solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme. Et il répond aux engagements de son Excellence, Monsieur le Président de la République, notamment l'engagement numéro 43 relatif à la protection, la promotion et l'autonomisation de la femme. Donc, dans cette logique que Madame la ministre a insisté pour l'élaboration de ce guide. Alors, le guide d'intégration économique de la femme, c'est un outil stratégique d'orientation et d'accompagnement de la femme durant son parcours d'insertion socio-économique. Il est considéré comme un guichet unique qui sera mis à la disposition du personnel chargé de l'encadrement au sein de l'encadrement des différents espaces d'accueil et d'orientation installés au sein des administrations au niveau local ou central. Donc, ça va permettre à la femme d'accéder à l'information dans le moment opportun, avec toute la précision nécessaire et dans le même espace, le même lieu et dans un laps du temps très court et très limité. J'imagine aussi que ça va aussi aider ces collectivités locales ou alors ces institutions d'accueil justement qui reçoivent les doléances de ces femmes, leur volonté justement d'intégrer tel ou tel secteur. Donc vous avez permis de regrouper toutes ces informations utiles en un seul guide, et c'est vrai qu'il n'y a pas que la femme qui va en profiter, il y a celui qui répond aux questions de la femme aussi, j'imagine. Oui, exactement. Le principe, d'ailleurs le principe sur lequel ce guide a été élaboré, se base sur une approche systémique intégrée pour l'implication de tous les acteurs, tous les intervenants en relation avec la femme et avec la vie quotidienne de la femme. Donc, le guide, il est composé d'ailleurs de 6 axes. Très bien. Allant de l'information et la sensibilisation de la femme, et qui sera la mission principale des cellules de proximité de solidarité, et qui font ce type de travail de sensibilisation et de l'information et de la vulgarisation de l'information par excellence. Aussi, il y a les cellules relevant de l'Institut national de la vulgarisation agricole, qui font ce travail aussi de sensibilisation juste pour la femme rurale. Donc ça c'est pour la femme
femme rurale, j'imagine, exactement. Ou pour l'agricultrice. Par contre, les cellules de proximité s'adressent à toutes les femmes dans tous le toutes territoire. Les activités toutes les femmes, le territoire national. Le deuxième volet, deuxième axe de ce guide est réservé pour tous les dispositifs et le portefeuille riche de la formation professionnelle qui est destiné aux femmes diplômées, non diplômées, les femmes qui ont un savoir-faire. D'ailleurs, il y a l'opportunité de valider les compétences de cette femme et leur donner un certificat de validation de compétences. C'est très bien. C'est très bien. Et il y a aussi d'autres dispositifs pour la femme au foyer, pour la formation de la femme à travers des unités mobiles. C'est-à-dire il y a un portefeuille important de la formation professionnelle. Le troisième axe est réservé pour les programmes d'aide à la création des activités génératrices de revenus pour améliorer la situation économique et le revenu de la femme et de sa famille. Le quatrième axe il englobe l'ensemble des institutions et des agences pour la création d'activités économiques. Voilà, le cinquième axe. C'est-à-dire là, on parle vraiment de CNAC, ANAD, exactement, GEM, etc. Pour le cinquième axe, on trouve toutes les dispositions de commercialisation des produits pour aider les femmes à accès aux différents marchés hebdomadaires ou bien les différents salons d'exposition et de commercialisation, etc. Pour le e-commerce, comme on en parlait tout à l'heure avec le commerce en ligne. Oui, ça aussi c'est une nouveauté. C'est une nouveauté et les cellules de proximité accompagnent les femmes et essayent de former les femmes, surtout les femmes qui ont des activités artisanales, des activités génératrices de revenus, de mettre en place des plateformes pour commercialiser leurs produits. Et on finalise par toutes les dispositions et les mécanismes d'assurance et de couverture sociale. Voilà. Excellent. Donc voilà, on a un petit peu survolé la composition de ce guide à travers ces 5 axes que vous venez de détailler. Voilà. Et actuellement, donc le lancement s'est fait officiellement jeudi dernier et il est mis à disposition de quelle structure pour commencer? Le lancement officiel, il a été la journée du 6 janvier 2022. De toute façon, l'année 2021, c'était une année de la femme par excellence. On a commencé par le guide social, le guide d'intégration sociale de la femme. Et on a terminé par l'élaboration de ce guide d'intégration économique de la femme. Ce document, ce guide sera mis à la disposition des cellules de proximité, des espaces d'accueil au niveau des directions de l'action sociale, au niveau des chargés des filets sociales, au niveau des communes, les chambres d'artisanat et des métiers, au sein des chambres de la chambre algérienne de l'industrie, du commerce et de l'industrie. Toutes les institutions et les administrations qui ont une relation, un contact de proximité, un contact permanent avec la femme. Avec l'activité économique de la femme. Oui, très bien. Donc voilà, est-ce qu'il existe une version électronique aussi de ce guide? Pour bientôt, Inch'Allah. Elle sera lancée également? Elle sera lancée pour bientôt, Inch'Allah. Donc c'est une opportunité pour les intervenants. Ça va gagner, ça va donner l'opportunité de gagner du temps par rapport à l'intervenant lui-même, que ce soit l'ANAD ou la CNAC, la DS, Orangin ou autre institution. Et ça va permettre aussi à la femme d'avoir toute l'information qu'elle voulait pour améliorer sa situation ou bien pour créer son projet, c'est-à-dire pour
pour qu'elle s'avance dans sa... Pour évoluer dans ses perspectives et comme la professionnelles, société algérienne actuellement connaît plusieurs mutations socio-économiques et malgré tous les... Il y a des changements positifs, effectivement. Mais malgré tous les changements positifs, les avancées enregistrées au sein de la société algérienne, il y a certaines... C'est pour ça qu'il y a un guide pour la femme, non pas pour l'homme. D'accord. Donc il y a toujours c'est pas ségrégatoire, donc c'est pas du tout de la ségrégation. Non, c'est pas du tout. On voudrait montrer quand même le guide, voilà. Voilà, ça c'est la première version, donc c'était juste oui, en arabe. Mais la version officielle qui a été lancée, donc en arabe et en anglais, donc les deux langues. Pour permettre même aux institutions internationales qui veulent avoir des informations sur l'intégration économique en Algérie, sur les avancées réalisées par rapport à la femme, au profit de la femme, de consulter le document. Très bien. Donc, ce que je voulais préciser qu'il y a dans certaines régions, malgré les avancées, il y a certaines régions, il y a certains préjugés et certaines mentalités qui créent des difficultés pour la femme. Donc c'est pour ça qu'on voulait satisfaire toutes les femmes à travers ce guide et leur donner la chance de progresser et d'avoir toute l'information et de ne pas passer son temps à courir d'une administration à une autre pour avoir une telle ou telle information. Très bien, donc un gain de temps, un gain aussi d'effort et aussi voilà dans le respect des traditions de la famille pour certaines régions. Bien sûr. Merci infiniment pour cet éclairage, Horia Badani. Je rappelle que vous êtes sous-directrice de l'Agence du développement social du ministère de la Solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme. C'était le moment où on a présenté pour les téléspectateurs d'aujourd'hui cette nouveauté, la création du guide d'intégration économique de la femme à consulter pour celles qui ne connaissent pas et qui essayent justement de se frayer un chemin dans ce marché de l'économie et aussi du commerce dans notre pays. Merci infiniment. Merci à tous ceux qui sont avec nous ce matin. Dans un petit moment, justement, nous allons faire un gros plan sur une activité en particulier menée par une femme très passionnée. Il s'agit donc de Horia Malouadjmi Haddad, donc qui va me rejoindre dans un tout petit instant après cette belle chanson interprétée par Amin Djemmel, Gouloulha. Enfin, avant-dernière, ligne droite, je dirais même, donc de plaisir des papilles, des plaisirs du palais avec une artisane confiturière et pas des moindres. Elle excelle dans son domaine, elle est passionnée par ce qu'elle fait et j'ai nommé là Horia Malouadjmi, épouse Haddad. Bienvenue. Un nom bien difficile à prononcer, j'espère que je ne l'ai pas massacré. Malouadjmi, que c'est de... Malouadjmi. Voilà. Bienvenue. Merci. Ça va? Ça va, alhamdoulilah. Très bien, heureuse de vous recevoir. Vous m'avez mis l'eau à la bouche hier au téléphone, on s'était parlé. Voilà, pour ceux qui ne le savent pas, ben voilà, j'ai eu plein d'images. Alors, je suis remontée vers ma plus tendre enfance avec les récits de notre invitée ici présente. Voilà. C'est un produit de terroir, il faut le signaler, tout à fait. Qui est un petit peu tombé dans les oubliettes et du coup on a pensé à faire c'est un produit qui a été un peu récupéré par l'industrie, mais le goût, la saveur, on la retrouve pas. On la retrouve pas dans l'industrie. Oui, en industrie, c'est vrai que c'est la masse et la quantité. Mais bon, je dirais pas au détriment de la qualité, mais bon, la qualité, bien sûr, part avec la quantité, les produits chimiques et tout. Oui. Et là, on opte pour autre chose. C'est toujours le naturel, le retour à la terre. C'est la devise c'est-à-dire de ma conception. Oui. Et c'est le retour à la terre. Et du coup, on a pensé à faire revivre cette sensation d'autrefois, de rappeler les gens, de retourner et de revoir notre produit, beaucoup de produits terroirs qui sont tombés dans les oubliettes.
Oui, la table algérienne était toujours garnie d'une petite, voilà, une petite confiture comme ça, préparée fait maison, ça, c'est vraiment, ça faisait partie du service de quotidien. Hein. Autrefois, c'était le quotidien, on n'achetait pas. C'était la confiture fait maison. Et du coup, là, j'ai avec de bons fruits qui sont visibles comme ça, translucides comme ça dans leur liquide très sucré. Oui. Surtout comme on est dans la Méditerranée, nos fruits, nos légumes sont vraiment savoureux, parfumés, juteux. Donc pourquoi ne pas en profiter? Oui. Je dis toujours ça. En tout cas, vous explorez, vous cherchez, vous essayez de créer des recettes assez particulières, ce qui vous a valu d'ailleurs un prix l'an dernier. Donc c'était au Palais de la Culture, vous avez décroché haut la main le premier prix et la médaille d'or lors d'un concours initié au niveau du Palais de la Culture au musée Zakaria. Qu'est-ce qui a séduit le jury justement? Alors il y avait le potiran qui était vraiment le potiran. La confiture de tomates épicée à la vanille et une autre confiture de tomates épicée au thym. Là, on essaye d'associer plaisir et santé. Oui. Il y a le plaisir de prendre de la confiture et associer ça avec des plantes médicinales telles que la lavande, telles que l'anis étoilé, la cannelle. Oui, la cannelle, l'anis, sont juste là, il y a de la noix. Vous avez décoré notre table avec ces produits que vous utilisez au quotidien. Tout à fait. Et c'est des matières qu'on trouve à la maison, c'est à portée de main. Donc, qui sont bénéfiques aussi pour l'organisme. Les vertus de la cannelle, de l'anis étoilé, la lavande, l'huisa aussi. On peut parfumer la verveine. On peut parfumer notre confiture avec de l'huisa. Vous imaginez? Et ça donne un goût vraiment exceptionnel. Oui. Et là, on va prendre tous les bienfaits de la verveine et on va Vous l'associez à quel fruit, vous? Bon. Là, elle est en étude. Là, elle est un petit peu en étude, donc je ne vais pas m'avancer. Je ferai l'expérience. Je suis toujours en création. On est toujours dans la création. On a ajouté un petit peu le croquant à notre confiture. Donc, on a torréfié un petit peu la noix. D'accord. Donc, on casse à la main. C'est-à-dire, rien n'est fait avec de la machine. Donc, tout est fait main. Donc, on associe ça avec nos confitures et ça donne vraiment un goût exceptionnel. Ce sont aussi des produits sans conservateur, vous me disiez? Oui, donc c'est des produits naturels, sans additifs, sans produits chimiques et surtout sans conservateurs, sans édulfiants, sans gar-agar, sans colorants. Donc c'est naturel à 100%. C'est l'arbre, fruit. Il y a un intermédiaire entre moi et le consommateur, c'est la marmite, là où je fais cuire ma confiture. C'est tout ce qu'il y a. C'est bien. D'où vous vient justement cette envie de faire dans ce domaine en particulier? Parce que à la base, vous êtes architecte. Oui. Je suis pas trop loin. Vous êtes toujours architecte. Je suis pas trop loin. Ça c'est l'art de l'urbanisme, le bâtiment. Et là, je suis dans l'art culinaire. Je suis pas trop loin. Je suis juste à côté. Oui. Et vous exposez dans des monuments architecturaux d'une grande beauté, comme le Bastion 23. Très souvent, on vous retrouve. Vraiment, Le Bastion 23, c'était ma première sortie et il a vraiment une place assez particulière. Je ne sais pas, là c'est l'architecte qui parle ou c'est la confiturière, je ne sais pas. À savoir, peut-être les deux. Je me sens vraiment bien au Bastion 23, je me sens que je suis à ma place, mon produit trouve son monde. Il y a l'âme de toutes ces femmes qui ont vécu sous ces murs et qui avaient ce raffinement, ces plaisirs des papilles donc, qui étaient partagés lors d'un thé, une consommation de thé, consommation de café. Il y avait toujours cet ustensile donc, qui regroupait un fruit de saison confit, bien travaillé savamment par des mains expertes. Tout à fait. Quand on dit confiture, on dit généralement petit déjeuner, le goûter. Oui. Là, moi j'ai envie de sortir un peu c'est-à-dire de ces deux moments. J'ai envie de faire entrer ma confiture comme étant un gâteau de table. Très bien. Et là, on est parti sur la création. Oui. Au moment d'une participation à un événement avec Lajna Al-Wataniya.
Et là, on a fait une création sur un gâteau intouchable. Oui. Et c'est-à-dire, on peut le nommer comme ça, sans choquer les voilà, dames. Ça va être un peu choquant. Je vais juste dire que c'est un gâteau à base de semoule pour ne pas choquer. Donc ça va vraiment être. Donc c'est un gâteau à base de semoule. Quand vous savez, un gâteau à base de semoule, c'est un petit peu fade, c'est un petit peu lourd à porter. C'est dans les papilles, ça sent pas bon. Mais associé avec de la confiture et décoré avec de la confiture, ça a donné vraiment un goût exceptionnel. C'est assez spécial, ça. Tout à fait. Et ça ressemble, enfin, la pâte, c'est la pâte de maqrout le maqla. La pâte, c'est la pâte de maqrout. Je ne sais pas si on peut appeler ça maqrout, mais la pâte, c'est maqrout. Si, ça va être maqrout avec la signature de Houriam Malouadjmi. Donc voilà, c'est votre empreinte. Oui, moi, maqrout, quand on dit maqrout, généralement, il est farci soit avec des dattes ou là avec des amandes. Oui. Et quand on dit farcir maqrout avec de la confiture, c'est lourd. C'est lourd. Moi, je dis pas lourd, je dis curieuse de découvrir. Bon, les dégustateurs, généralement, quand on fait des tests comme ça, des créations, on invite des gens à déguster, c'est-à-dire nos créations, pour qu'ils nous disent est-ce que ça marche pas. Des gens qui ont les papilles un petit peu sensibles. Exactement. Et bon, ça a donné un très très bon résultat. Personnellement, je suis très satisfaite. Très bien. Surtout que vous y avez ajouté, vous me disiez, un type de miel oui, qui n'est pas commun. Oui, ça fait partie aussi de nos produits de terroir qui sont vraiment dans les oubliettes. Le miel d'orange. Oui. Le miel d'orange, c'est un miel qui est fabriqué à base de jus d'orange, sucre et eau. Comme le miel, c'est celui qu'on trempe... notre zlabia ou notre maqrout. Donc asila à base de jus d'orange. Et ça, c'est un miel qui existait autrefois, avec on badigeonnait le bahrir, le msemmen. On le mangeait, c'était vraiment trop bon et savoureux. Et là, je l'ai fait un petit peu épais. Vous pourriez même écrire un livre sur l'art culinaire et l'art de la confiture dans le pays. Vous êtes remonté dans l'histoire très loin dans vos recherches. Oui, je suis partie jusqu'à l'époque romaine, c'est-à-dire jusqu'au début, comment l'idée est venue pour la conservation des fruits. Oui. Mais bon, là, je suis toujours dans mes études approfondies dans ce sens-là. Et comment l'idée est venue, c'est vraiment, c'est génial. Oui. Quand il y a une abondance d'un fruit comme notre pays, l'Algérie, on a des fruits qui sont vraiment en quantité importante. Pourquoi ne pas, pourquoi ne pas profiter de cette occasion, soit les conserver en confiture et faire en profiter toute l'année avec des plaisirs pareils sur notre table. Houria, je ne voudrais pas anticiper, mais il me semble que vous allez complètement délaisser l'architecture parce que vous êtes complètement investi dans ce projet de confiture naturelle, confiture sans conservateur. Délaisser l'architecture, non, ça fait partie de moi. D'accord. C'est toute ma vie, l'architecture. En parallèle, vos deux carrières. Non, je le dis toujours, je ne suis pas trop loin. Je ne suis pas loin. L'architecte touche à tout. Comme vous le savez, il touche un petit peu à tous les domaines. Même, on va dire, même jusqu'à la psychologie de l'homme. Pour pouvoir construire une maison, je dois toucher à votre psychologie, comment vous consommez votre espace, comment vous vous comportez dans votre espace. C'est tout ça, même dans votre cuisine. Absolument. Et là, je suis allée directement dans la cuisine. Et du coup, je me suis dit que je ne suis pas loin. L'architecte, c'est la création, c'est des nouveautés, c'est des conceptions. Et là, je suis dans la conception, dans l'art culinaire. Oui, et vous vous êtes formée, donc c'est vrai que on peut appeler aussi ça une formation dans la mesure où vous avez débuté en autodidacte, mais vous vous êtes perfectionné, vous avez suivi des formations en ligne. Avec la Chambre de l'artisanat et des métiers d'Alger, une formation que j'ai fait moi-même dans une école à Raya. Et je suis en train toujours de faire mes études, approfondir mes recherches. Vos recherches vous ont mené à offrir tout un panel de confitures à base de légumes pour le plaisir aussi des parents qui n'arrivent pas à obliger leurs enfants à consommer. C'est très important ce point
Parce que généralement, les enfants n'aiment pas trop les légumes. Tout ce qui est potage, tout ce qui est soupe, mais vraiment on galère avec les enfants pour qu'ils... Ah donc c'est une occasion, je dis que c'est une occasion pour les parents, pas uniquement la femme, pour les parents pour pouvoir donner à leurs enfants des légumes en forme de confiture. Surtout que nous on essaye, je dis bien on essaye, c'est-à-dire d'alléger notre confiture en sucre. Et c'est ça qui a fait qu'on a pu décrocher le premier prix dans la confection de la confiture artisanale, c'est que c'est de la confiture qui est allégée en sucre et du coup on a envie de manger. Et ça ne nous brûle pas, on a gardé le goût du fruit, la fraîcheur du fruit, et le sucre il est là bien sûr parce que c'est mon premier conservateur que je ne peux pas m'en passer pour le moment. Absolument. On verra plus tard. Mais ça reste naturel. Et ça reste naturel, que du fruit. C'est du 100% fruit. Oui, et quand c'est étudié en fonction de la santé, en fonction aussi, voilà, ce n'est pas exagéré, comme vous dites, c'est un petit peu allégé, ça ne peut que plaire aux bons gourmands et un petit peu comme moi, donc aux gourmandes comme moi, ben, ça ne peut que plaire et faire plaisir. Donc merci infiniment. C'est moi. C'est dire un petit peu tout le savoir-faire que vous avez acquis au fil de quelques années et on espère encore plus de découvertes avec vous. On rappelle quand même le label que vous avez créé, donc parce qu'on n'a pas cité du tout le label depuis tout à l'heure, on dit voilà que vous êtes confiturière, mais vous avez donné quand même un nom à votre confiture. Oui, donc c'est huile artisane. Huile artisane. Huile artisane. Huile artisane. Huile artisane. Donc merci infiniment, Holia. C'est moi, je vous remercie. Je vous souhaite bon vent à d'autres succès, Inch'Allah. Voilà. Inch'Allah. Encore un premier prix et un premier... Inch'Allah. Merci beaucoup, ça m'a fait énormément plaisir d'être parmi vous. Merci, tout le plaisir était pour nous. Franchement, on a été ravis de vous recevoir. Et franchement, on a fait un beau petit voyage en 10 minutes. Merci à tous ceux qui sont avec nous et qui aimeraient encore savoir ce qui se passe du côté du sport. C'est pour tout de suite, dans cette dernière séquence menée par notre animateur de rubrique, Sid Ahmed Bouraïb, qui nous rejoint dans un tout petit instant. Voilà, comme promis, Sid Ahmed Bouraïb est de retour après une petite convalescence liée à la Covid. Allez, j'ai vendu la mèche. Ça va mieux, on est content de vous retrouver, Sid Ahmed. Merci, moi aussi. Voilà, bonne santé et voilà, Inch'Allah, une meilleure évolution en 2022, en bonne santé pour tous. Pour tous, voilà, on souhaite un prompt rétablissement à tous ceux qui souffrent justement en ce moment et on souhaite vraiment que tout le monde participe à la sensibilisation et à la prise de conscience des gestes barrières qui sont vraiment nécessaires et de mise encore une fois. Bienvenue Sid Ahmed. Allez, on oublie le cauchemar et on revient. L'équipe nationale, certainement vraiment au début de ce résumé que vous nous offrez ce matin. Exactement, et ce match qui se profile, cette double confrontation face au Cameroun pour le compte des éliminatoires du mondial. Tout à fait, le match barrage, on appelait ça comme ça. Le fameux match barrage, la dernière ligne droite avant le mondial. Donc le tirage au sort a été effectué au Cameroun. Alors, en marge de la CAN, c'était samedi passé, on est tombé face au Cameroun, donc on va voir l'ambiance qui régnait lors de ce tirage avec plaisir, au sort. Avec plaisir.
we want amongst the teams from Africa. On est revenu sur les gloires de cette Coupe du Monde qui séduit et qui est vraiment convoitisée par toutes les équipes de toutes les nations. Exactement. Déjà, une simple participation à la Coupe du Monde, c'est quelque chose de vraiment extraordinaire. C'est unique en son genre, une participation. Oui, l'équipe nationale l'a vécu il y a quelques années, donc c'était une qualification, un passage au deuxième tour qui a fait le bonheur des Algériens, effectivement. C'était la première fois que l'équipe passe au deuxième tour, donc on espère... qu'elle ira plus loin cette fois-ci, qui sait. Inch'Allah. Donc en marge du tirage au sort, les équipes de la télévision algérienne qui sont présentes au Cameroun ont recueilli quelques déclarations, alors on va écouter les déclarations. Absolument. For that proud nation, proud football history, Algeria. Je suis confiant que l'Algérie va rendre fière son peuple, mais également la population africaine. And I'm confident that Algeria will make the people of Algeria proud and will make the people of Africa proud. Tirage au sort très fort qui a été très fort pour toutes les équipes. Les équipes se valent. Ce sont les 10 meilleures équipes en Afrique et ces 10 meilleures équipes vont s'affronter. Et de ce fait-là, je pense qu'on va assister à des matchs de très haut niveau, à des matchs très disputés. Et je crois que ça sera le cas aussi pour l'Algérie qui va commencer sa campagne de qualification à partir du Cameroun. Ça va être compliqué, très compliqué pour les deux équipes. On a une équipe qui est en pleine confiance, qui est le Cameroun. On a une équipe qui sort d'une défaite lourde contre l'Algérie, contre la Côte d'Ivoire. Donc ça va être très très difficile pour les deux. Mais bon, vous savez, c'est un match, c'est sur 2 rencontres, aller-retour. On verra que le meilleur gagne. Algérie, Cameroun, Sénégal, Égypte, Ghana, Nigeria. Des très grands classiques du football. Et l'équipe qui va en vouloir de plus, l'équipe qui va montrer plus de caractère, va aller à la Coupe du Monde. Et je crois que c'est un tirage open. On a des très grands joueurs dans chaque équipe. Et maintenant, c'est au jour de nous faire plaisir. Et surtout, moi, de ce que je sache, l'Algérie blessée, il peut être très dangereux pour le foot. L'Algérie blessée qui revient au Cameroun pour son match barrage, ça va être difficile psychologiquement parlant. Bon, ça peut être aussi une motivation. Ça peut être une motivation, vouloir avoir une revanche. Oui, rejouer sur les terres camerounaises, essayer d'effacer cette mauvaise CAN, ça sera aussi une motivation aussi. Absolument. Ouais. Donc, en cette confrontation en match officiel, l'Algérie, malheureusement pour l'instant, ne compte aucune victoire face au Cameroun. 5 victoires pour les Camerounais et 2 matchs nuls. Alors qu'au match amical, il y a eu 2 matchs amicaux, tous les 2 remportés par l'Algérie. En tout, le Cameroun a inscrit 11 buts, l'Algérie 6. On rappelle aussi que le match aller aura lieu au Cameroun le 23 mars prochain, donc rendez-vous pris. Alors que le retour sera le 29, normalement ça sera au stade Mustapha Tchaker de Blida. D'accord, ça y est, maintenant on sait où se jouera la compétition. Très bien, le match sera joué donc du côté de Blida pour les Verts. Normalement, c'est pas encore officiel, mais normalement. Donc c'est le stade Mustapha Tchaker qui est devenu le jardin de l'équipe nationale. Donc absolument, ça va se jouer c'est vraiment le stade favori, préféré aussi des fans. Oh, bien sûr, on a vu à chaque match, malheureusement... Une affluence record à chaque fois pour le public. Ça nous a un peu manqué avec le Covid, mais ça reprend petit à petit. On va retrouver l'ambiance des supporters. Il y aura de la chaleur sur les gradins, j'imagine. Ouais. Donc on enchaîne avec la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule toujours. Donc pour le compte des 8e de finale, 2 matchs sont joués hier avec cette surprenante équipe de Gambie qui participe pour la première fois à une CAN qui a réussi à se qualifier pour les quarts en battant la Guinée 1-0. Alors que dans l'autre match, le Cameroun, qui sera notre prochain adversaire, pays organisateur, s'est aussi qualifié pour les quarts de finale en battant les Comores 2 buts à 1. Oui. Dans les matchs de mardi, il y a 2 matchs au programme, Sénégal-Cap-Vert et Maroc-Malawi.
Alors pour les quarts de finale, il y a déjà 2 affiches, Tunisie, Burkina Faso et Gambie et Cameroun. Très bien, donc on va attendre la suite, suivre les événements pour cette CAN, sur laquelle nous avons été déçus, mais qui continue justement. On attendra de découvrir le champion africain prochainement, donc dans les prochaines éditions. Mardi prochain, on aura déjà les développements par rapport à cette CAN. Merci Sid Ahmed. Merci à vous. Merci infiniment. Merci. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci. Voilà, ainsi qu'à tous les téléspectateurs qui nous suivent ce matin. Je vous souhaite le meilleur pour cette journée. Passez de bons moments en famille ou dans votre travail, pourquoi pas. Donc, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Vous retrouverez dès demain Amel Almi sur ce même plateau pour le meilleur de l'actualité en matinée. Jusque-là, donc portez-vous bien et à très vite. Au revoir.